Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la radio Futur Média 10h10 partout au Sénégal. Au micro, Mohamed Ali Mouba, à la technique, Hassan Diouf. Rémi Ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat autour des grandes actualités de la semaine. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur du travail à la retraite, formateur à l'ENA, l'École nationale d'administration. Vous intervenez aussi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour, oui, en effet, j'interviens au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en tant que formateur depuis 30 ans. Très bien. À vos côtés, Ibrahima Sissoko, expert en management et régulation des marchés publics. Vous êtes aussi, Ibrahima Sissoko, expert en audit des marchés publics et gestion des contrats. Président du mouvement Mon pays, mon avenir, ex-candidat recalé à la dernière présidentielle. Bonjour. Bonjour Mohamed. Rapprochez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. Premier thème qui va nous occuper, ces accidents de la circulation qui font rage, qui reviennent donc en force. Une dizaine de morts sur la route de Koungheul cette semaine. Drame qui intervient après, on dira, une accalmie de nom, après la série noire de l'année dernière. Le terrible drame de 6 kilos, toujours dans les têtes. Les nouvelles autorités se sont transportés sur les lieux. Le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, ministre de tutelle donc, promet des mesures fortes, parmi lesquelles l'arrivée du permis à points. Ce n'est pas nouveau, Abdou Fouta Diakhoumpa, comme promesse. Cela peut-il permettre cette fois de juguler, cela peut-il permettre de juguler le phénomène des accidents très mortels du reste dans notre pays, près de 700 morts chaque année? Tout d'abord, permettez-moi de saluer ceux qui participent à la réalisation de cette émission, mais aussi ceux qui nous écoutent. Par rapport aux accidents, je crois que c'est comme une sorte de ritournelle qui chaque année revient, dans la mesure où je crois que on a eu donc une année macabre 2022-2023 et c'est comme une sorte de série qui se poursuit. Beaucoup de mesures ont été annoncées. Il reste évident que peu de choses ont eu à être faites et les effets, nous les connaissons. Est-ce que le permis de points, c'est la solution? Peut-être, mais en tout cas, je crois qu'il faudrait, en termes de solution, mettre l'accent sur l'humain. Parce que l'essentiel des accidents sont causés par les chauffeurs eux-mêmes. Il reste évident que le matériel peut en être une cause, vétusté du parc, étroitesse de la chaussée, etc. Mais je crois que si on mettait l'accent sur la conscientisation des chauffeurs, on aurait plus de résultats que sur toute autre mesure. Parce que même le permis à points, vous enlevez des points à l'individu, est-ce que ça va le pousser à changer de comportement? Parce que c'est le comportement qui est la cause première de l'essentiel des contribuer ailleurs, en tout cas, on a vu les permis à points. Les permis à points sont instaurés. Ça fait partie des batteries de mesures pour réguler la circulation, pousser les chauffeurs à être disciplinés sur les routes. Oui, j'ai dit oui, ça peut être une solution. Mais je voudrais dire que l'accent doit être plutôt mis sur aussi la sensibilisation des gens. Parce que le système de permis à points, c'est un système coercitif. Mais est-ce que cela seulement suffit si les gens n'ont pas conscience que, surtout ceux qui sont dans les transports en commun, qu'ils transportent des vies humaines et qu'il faut les sauvegarder? Donc je veux dire qu'il faut, au-delà du système de permis à points aussi, en tout cas conscientiser, pour ne pas dire éduquer ceux qui empruntent nos routes et veiller à ce que aussi le matériel soit performant. Alors l'année dernière, Ibrahima Sissoko, après le terrible accident de 6 kilos, je le rappelle, c'était en janvier 2023, si je ne m'abuse. Officiellement, plus de 60 morts, une centaine de blessés. Le président de la République de l'époque, Macky Sall, a décrété 3 jours de deuil national. Le même jour, le Premier ministre de l'époque aussi, Amadou Ba, a tenu un conseil interministériel en urgence afin d'adopter des mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs. Je rappelle pour nos auditeurs qu'on peut citer certaines mesures, on les rappelle rapidement: la création d'une structure chargée du contrôle routier, l'interdiction de circuler des véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines.
entre 23h et 5h du matin, la limitation de la durée d'exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes et de 15 ans pour les véhicules de marchandises, l'interdiction de l'importation des pneus usagés. Et effectivement, il y a eu accalmie, les résultats ont suivi, il y a eu une réduction du nombre d'accidents en 2022, mais le problème, c'est lorsqu'ils se produisent, qu'il y a énormément de morts. Mais est-ce que cela ne pose pas donc la vétusté peut-être du parc automobile? Parce que si je vous pose la question, Ibrahima Sissoko, c'est parce qu'on a peut-être entendu aussi le gouverneur de la région de Kaffrine pointer, sous réserve bien sûr des résultats des enquêtes, pointer la surcharge. Oui, Mohamed, merci beaucoup et bonjour au professeur. Des pneus qui ont éclaté. Ouais, donc bonjour, doyen Diakhompa. En tout cas, au Sénégal, on n'a pas un problème de sortie des textes, mais un problème de suivi. Je pense que nous avons un problème de suivi, donc, des décisions que les gouvernants prennent, donc pour le plus souvent. Et le Conseil interministériel, toutes les mesures que les gens avaient prises à l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où je vous parle, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on a fait le suivi qu'il fallait et est-ce que toutes ces mesures sont appliquées? En tout cas, l'une des mesures en phare, c'était que les véhicules ne roulent plus de nuit. Et ça a été respecté. Ça a été respecté. Maintenant, les surcharges. Ça, je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est un problème de comportement d'abord. C'est-à-dire, on a beau mettre des garde-fous par-ci et par-là, mais les conducteurs aujourd'hui ne respectent pas réellement les normes sécuritaires au niveau donc des voitures, surtout pour les transports en commun. Mais le plus important, c'est, comme il l'a si bien dit, c'est-à-dire de poser le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire les sanctions, d'habitude on en parle, mais on ne les applique pas. Et à chaque fois qu'il y a un drame, vous verrez, à chaque fois, il y a des mesures et le gouvernement va encore ressortir pour dire... Le problème, c'est qu'il faut que les gens puissent comment apprendre, c'est-à-dire les bonnes manières et les sanctions que les gouvernants demandent, qu'on les applique in fine. Ça peut aider demain, le permis des points, c'est déjà quelque chose. Il faut l'appliquer si ce n'est pas juste le fait de le prononcer qui est important, mais au moins de l'appliquer. Et entre mesures aussi, au niveau des services des mines, la vétusté donc des parcs, c'est-à-dire que les gens en parlent, les pneus, on en parle, et je pense que pour l'accident qui s'est déroulé donc là, donc on a parlé, donc c'est le pneu qui s'est éclaté. Donc il y a un problème réel, et je pense qu'aujourd'hui il est important que ce problème de transport en commun au Sénégal... Revoir tout le système. Voilà, parce que c'est un système, ce n'est pas juste le conducteur, ce n'est pas juste la voiture, mais c'est tout le système qui gangrène aujourd'hui ce secteur qu'il faut revoir et faire un diagnostic en profondeur. Alors, comment ce bus, Abdou Fouta Diakhoumpa, comment ce bus est impliqué dans cet accident? Parti de Dakar, je le rappelle, le matin, vers 10h, le jour du drame, selon des témoignages bien sûr, a pu tranquillement rouler jusqu'à hauteur de Koungheul sans que police et gendarmerie n'aient pu s'en apercevoir. Visiblement, il y a eu faille quelque part. Oui, mais est-ce que police et gendarmerie ne s'en sont pas aperçus ou bien est-ce qu'ils ont laissé faire? Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse quitter Dakar jusqu'à Thiadiaye seulement, si on ne prend pas l'autoroute à péage, en tout cas si on prend la nationale, sans pour autant rencontrer au moins 5 disons, points de contrôle tenus par la gendarmerie. Donc je crois que, certes, ce car a dû rencontrer des points de contrôle, surtout de la gendarmerie, et que certainement on a laissé faire, à moins qu'il n'ait pris la surcharge à partir de Koungheul, ce qui me paraît en tout cas peu probable. Le problème, on va en revenir toujours, c'est un problème humain, parce que même les contrôles, c'est humain. Ce n'est pas matériel, c'est humain. Ça veut dire que si le contrôleur avait fait son boulot correctement, la surcharge n'aurait pas lieu. Mais si le contrôle technique aussi avait fait son boulot correctement, il n'y aurait pas de pneus, parce que celui qui contrôle au niveau des postes de gendarmerie contrôle aussi les pneumatiques. Ils ont le droit de voir est-ce que vos pneus sont bons, surtout en matière de transport en commun. Je crois qu'il y a une défaillance technique qui a été causée par une défaillance humaine. Et là, il faudrait certainement que les gens commencent à sanctionner
comme il faut pour décourager les gens qui, en quelque sorte, tuent délibérément les voyageurs sur nos routes. Délibérément, vous dites? Ah oui, parce que quand tu dors au volant, c'est délibéré. Quand tu es sûr que ce pneu-là n'est pas bon et que tu transportes des êtres humains ou des marchandises, mais c'est délibéré. Délibéré, ça veut dire en avoir conscience et sans faire pour autant ce qu'il faut. Parce que je dis une fois de plus, un pneu usé, vous y mettez une surcharge, en ayant conscience que le pneu est usé, ça veut dire que quelque part, tu as conscience qu'il y a un risque qui est là, immanent, et qui pourrait être évité. Les chauffeurs vous rétorquent que les pneus neufs sont très chers. C'est pour cela qu'ils utilisent les pneus d'occasion. Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment une raison? Les pneus neufs sont très chers. Je vais transporter des êtres humains sur des pneus usagés avec un risque d'éclatement, d'accident et de décès. C'est un choix que les gens font, mais en tout cas, ce n'est pas le meilleur choix. Et là aussi, je pense que l'État, en tant qu'autorité publique, devrait intervenir. Mais comme nous savons, très souvent, l'État gère des urgences plutôt que des priorités ou ce qui est important. Je veux dire tout simplement que si la cause principale, ce sont les pneumatiques, et cela est dû à leur cherté, l'État pourrait intervenir à ce niveau, peut-être pour rendre les pneus moins chers. Mais je suis convaincu que les pneumatiques n'en sont pas, la cherté des pneumatiques n'est pas la cause principale. Parce que quel que soit X, un pneu neuf dure au moins, en termes de qualité et de garantie, au moins 3 ans. En tout cas, nous qui avons des véhicules de particuliers, nos pneus neufs, en tout cas jusqu'à 3 ans, tu n'as aucun souci. Ça veut dire tout simplement que ce que rapporte le transport de voyageurs devait permettre à n'importe quel transporteur de pouvoir payer annuellement au moins des pneus neufs et garantir la vie des gens. Alors donc, Ibrahima Sissoko, l'État du Sénégal, son objectif est de réduire d'ici à 2030 le nombre d'accidents de 50%. Est-ce que l'objectif est atteignable? Bon, ça dépend déjà du comportement des uns et des autres. C'est-à-dire surtout la sensibilisation déjà de la population. C'est-à-dire pourquoi accepter déjà pour monter dans un véhicule plein. Et il y a énormément de choses que les gens doivent revoir. C'est-à-dire, il y a des checkpoints, comme vous l'avez dit, les forces de l'ordre sont là, mais je pense que la première chose, c'est que la personne même qui monte, quand tu vois le bus est plein, c'est-à-dire pourquoi monter? C'est-à-dire, il faut sensibiliser les gens. Est-ce que les populations ont le choix aussi lorsqu'on vous présente ce type mais la vie n'a pas de prix, Mohamed. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer avec sa vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Pourquoi s'empresser? À part les bus horaires, qu'est-ce que vous avez comme transport? C'est-à-dire, pourquoi s'empresser pour arriver à telle ou telle heure si ce n'est pas extrêmement urgent? C'est-à-dire, les gens veulent voyager toujours en mettant leur vie aussi en danger. Parce que quand les personnes, les populations montent dans les transports en commun, ils sont conscients que c'est plein. Deuxièmement, je pense que ce qu'il y a lieu de faire au niveau des visites techniques, c'est là où il faut vraiment mettre le point et rendre ça beaucoup plus sévère. Parce que je pense que tous ces bus vont passer au service technique chaque année. Chaque année. Mais est-ce que donc, cette pneumatique-là dont les gens parlent, est-ce qu'il faudrait, donc ne faudrait pas de voir chaque année, est-ce que l'état des pneus est bon au moins pour le véhicule pour cette année-là? Donc il y a tellement de choses à faire. Maintenant, est-ce qu'on va l'atteindre ou pas? Ça dépendra de tout le monde. La volonté de l'État, l'État peut-être peut accompagner, prendre des mesures, mais il restera toujours la population, il restera toujours les transporteurs, il restera toujours, donc ça veut dire que le problème de la prise de conscience des gens. Et ça, c'est important. Et il faudrait qu'aujourd'hui, que les gens prennent conscience des dangers et ne jouent pas avec leur vie inutilement. Parce que finalement, il y a trop d'accidents dans ce pays. On prend beaucoup de mesures, aucun suivi, et in fine, encore demain, on verra des choses, les gens parleront, mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ça, je pense que c'est un changement de comportement.
d'abord pour commencer. Alors donc on va évoluer, chers messieurs, et parler des dernières nominations du tandem Diomaye Sonko. Plusieurs membres de l'entourage du nouveau président sénégalais ont été nommés à la tête d'agences d'État et de sociétés publiques lors du Conseil des ministres du 24 avril dernier. Le port autonome de Dakar, Wali Bodian, la RTS Papalé, la Caisse de dépôt et consignation, Fadilou Keita, la PIX Bakary Sega Bakili, l'aéroport international Blaise Diagne, chez Bambaye, la Poste, la SICAP, SNHLM, toutes ces sociétés pourvues pour la plupart par les pacifiens. La polémique est vite montée. Abdou Fouta Diakhoumpa, on a parlé de nomination Yamane, partage du gâteau, Wahwahet, reniement. C'est que beaucoup n'ont pas compris ce virage à 180 degrés. Abdou Fouta, ils avaient promis, je parle des pacifiens, de lancer des appels à candidature. Ousmane Sonko en personne, ce qui n'a pas été fait. Oui, en réalité, tout le monde s'est rendu compte que ce qui a été promis naguère n'a pas été respecté. Mais cela peut s'expliquer aussi parce que depuis 2000, avec l'avènement de Wade, on se rend compte que les nominations au niveau des hautes fonctions publiques ne répondent plus aux critères que nous connaissions naguère sous Senghor et Diouf. Il reste évidemment que parmi ces nominations, il y a certaines dont on ne saurait en tout cas fustiger la qualité ou l'inadéquation. Celui qui est allé au domaine, c'est son métier, on peut dire qu'il a le profil. Le jeune Falilou Keita, qui travaillait à la CDC et qui était le porteur des grands projets, a le profil, on peut l'admettre. Mais pour le reste, postes comme Aéroport international Blaise Diagne ou Port autonome de Dakar, j'estime que les profils n'existent pas. Et que si ce que ces tenants actuels du pouvoir avaient fait, ce qu'ils nous avaient promis, ces gens-là, s'ils déposaient leur candidature, ils ne seraient même pas présélectionnés. Comment voulez-vous, oui, je termine, comment voulez-vous que l'inspecteur des impôts qui est nommé à la tête de la Poste puisse être, en tout cas, présenter un meilleur profil que les administrateurs des postes qui ont été formés pour la Poste, qui pour l'essentiel ont été d'abord des inspecteurs des postes et certains même contrôleurs, inspecteurs, administrateurs qui ne connaissent que la Poste, qui sont de vrais postiers. Comment voulez-vous que les hauts cadres du port puissent céder le pas à un inspecteur des impôts dont on ne connaît que le diplôme universitaire, maîtrise en français ou master en anglais et le brevet de l'État? Ça veut dire que s'il y avait compétition, ces gens ne passaient pas. Et ça, je crois que le nouveau régime en a conscience. C'est pourquoi ils n'ont pas commencé par mettre en compétition les postes. L'autre, c'est qu'il y a l'urgence. J'ai dit tantôt que les tenants du pouvoir, depuis 2000, ne gèrent que l'urgence. Ni la priorité, ni ce qui est important. On est arrivé au pouvoir, on a nos gars qui nous ont soutenus. Et bon, on est là, on a commencé à jouir des effets positifs du pouvoir. Les autres ne vont pas attendre, donc il faut les nommer. On les nomme par rapport à la proximité qu'ils avaient ou bien à la station qu'ils occupaient dans l'appareil du parti. Et on cherche, comme il ne peut pas être ministre, à les mettre un peu partout. Mais qu'est-ce que ça va traduire un peu plus tard? Tout simplement par une inefficacité. Une inefficacité, ça veut dire un mauvais résultat. Mais on vous parle aussi de confiance, hein? On ne peut pas mettre... Oui, c'est là où je voulais en terminer pour dire, toutefois, tout ce que je dis est atteigné par le principe de la confiance ou la règle de la confiance, parce que aussi on ne peut pas confier des choses à des personnes dont on n'est pas sûr de la fidélité. Mais toutefois, je crois que pour l'essentiel, au-delà de la confiance, il y a ce qu'on appelle le profil de poste. Et si on y regarde de près, la plupart du temps, les gens sont fidèles par rapport à l'autorité publique qui les a nommés. Et par conséquent, je crois que n'importe qui à la poste, administrateur nommé à la tête de la poste
ou n'importe quel haut cadre du port ou bien du secteur privé qui sait gérer une entreprise nommée à la tête du port ou bien de l'aéroport international de Dakar, parce que celui qu'on a nommé là-bas, on le connaît. En tout cas, aucune carrière professionnelle. En tout cas, moi, personnellement, et bien des gens que j'ai interrogés ne lui reconnaissent aucune carrière professionnelle ailleurs. Alors, je veux dire, tout simplement, n'importe qui vous le nommez, mais il y a une obligation de fidélité qui renvoie à la notion de confiance envers l'autorité. Donc je pense que la confiance est un élément, mais si on devait l'estimer, ça ne peut être que 30%. Et 60%, ce serait certainement la compétence. Donc confiance 30%, compétence 60%, et le reste, on va le laisser à 10%. Et là, c'est renverser complètement la tendance. C'est 60%, c'est la loyauté politique. Ici. Ah non, là, ce n'est pas 60%, c'est 95% la loyauté politique. Parce qu'ils n'ont pas nommé quelqu'un d'autre qui n'est pas de leur parti. Ou bien de leur coalition. Ça veut dire on a gagné, on partage les strapontins ou les sinécures. Vous avez la même appréciation, Ibrahima Sissoko? Non, pas tout à fait. Mais bon, je pense que d'abord, je vais commencer par... il l'a dit, depuis 2000, nos gouvernants nous font beaucoup de promesses électorales. Et on a l'habitude de voir des promesses électorales. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui de se départir de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui cherche à être président, et quelles que soient les promesses tenues, qu'il sache est-ce que c'est réalisable ou pas. D'abord, ça c'est un. Parce que quand les gens parlent, ils savent d'ores et déjà ce que je suis en train d'avancer. Vous pensez à Ousmane Sonko qui a fait ses promesses? Il y a Macky Sall, il y a Abdoulaye Wade. Je parle globalement. Sur ce point. Sur ce point-là, personnellement, ça veut dire qu'eux, ils avaient promis effectivement des appels à candidature. Et d'ailleurs, ce n'était pas eux-mêmes. Il y avait aussi Idrissa Seck qui l'avait dit et tant d'autres. Donc des candidats qui disaient que les postes, en tout cas stratégiques, c'est un appel à candidature. Mais il faut comprendre qu'un appel à candidature, ça prend du temps. D'abord, ça prend du temps. Ça prend du temps, parce que qui connaît les procédures de passation, on sait qu'un appel à candidature, ça prend du temps. D'abord, tu cherches un cabinet privé, forcément pour faire les thèmes de référence, etc., etc., et pour au moins, ne serait-ce nommer, choisir quelqu'un. La confiance, elle est importante pour un chef de l'État, c'est important. Parce que quand il s'agit de prendre des décisions, vous savez, l'article 44-45 de la Constitution, Mohamed, du Sénégal, c'est-à-dire il faut que les gens, une fois, il faut regarder ce qui nous lie. La Constitution du Sénégal, en ces articles 44 et 45, il dit que le chef de l'État a le pouvoir, c'est un pouvoir discrétionnaire du président de nommer au poste civil et militaire. Donc si aujourd'hui même on fait des promesses électorales, le président Macky Sall avait fait des promesses de diminuer le mandat de 7 ans à 5 ans, mais après vous avez vu que le Conseil constitutionnel lui a dit que ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas la même chose ici. Je parle, c'est un exemple. Quand tu donnes des choses, mais c'est la même chose en fait, vu qu'aujourd'hui la Constitution du Sénégal dit en ses articles que le président peut nommer et c'est un pouvoir discrétionnaire. Si lui-même il dit qu'il fait des appels à candidature à certains postes, je pense que Diafon l'a dit, la réalité vous rattrape. Et la réalité est que vous gagnez ensemble, vous gouvernez ensemble. Ça, tout le monde le sait. Et moi, je n'ai jamais cru à ces appels à candidature, très honnêtement. Je me suis toujours dit que ce n'est pas possible de faire des appels à candidature qui vont prendre 5 à 6 mois, alors que l'État actuel, vu les urgences, n'a pas 5 à 6 mois. Mais aujourd'hui, vous laissez 6 mois un directeur ou bien un directeur général quelque part. Mais 6 mois, le budget est terminé. Donc, comment voulez-vous nommer quelqu'un dans 6 mois alors qu'il va trouver ni un budget ni rien? Donc, ce que j'ai dit, le président doit voir les personnes d'abord compétentes, ça c'est évident, et il faut voir un directeur général, c'est quoi son rôle d'abord? Est-ce que c'est lui qui fait le boulot ou bien c'est les techniciens qui font le boulot? C'est comme un ministre de la République. Un ministre, est-ce que forcément un ministre doit être... c'est le manager aussi. Voilà, c'est le manager. Mais est-ce qu'il est obligé d'être réellement c'est-à-dire, comme si je prends le poste. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est un manager. Un manager, il faut savoir faire les gens. C'est ça la question. Voilà, savoir faire, prendre des décisions, etc., etc. Mais sur la base quand même des avis techniques. Et c'est comme le président aujourd'hui.
il doit prendre donc des décisions sur la base donc des avis techniques. Donc c'est pourquoi je dis, il est important que aujourd'hui qu'on gère juste les urgences dans ce pays-là. Le président n'a qu'à prendre ses responsabilités, mais demain, c'est que au moins il aura la prérogative de dire cette personne que j'ai nommée, c'est-à-dire est-ce que réellement il a accompli sa mission en lui donnant une feuille de... Parce qu'on ne peut pas faire un appel candidature en mettant des informations le président est la personne la mieux informée dans ce pays. Donc, il doit savoir est-ce que telle personne, M. Diakhombo ou M. Sissoko, est compétent pour gérer ce poste, oui ou non. Est-ce qu'il a vraiment le style, le profil pour gérer ce poste. Moi, c'est à ce niveau-là que je ramène le débat en réalité. Mais étant donné qu'aussi il y a des postes, malheureusement, qui ne répondaient pas aux normes. En tout cas, moi, peut-être lui, il prend la poste. Moi, j'aurais pris la RTS et tant d'autres. Est-ce que c'était faisable? Et voilà. Abdou Fouta, une minute, vous lancez un appel à la candidature. Les meilleurs passent et ceux qui ont le meilleur profil, le meilleur CV ne sont pas forcément de votre camp aussi. Oui, mais j'ai eu à le dire à votre radio vendredi dernier, d'ailleurs, en disant qu'ils sont pressés puisque pour un appel à la candidature, il faudrait au moins un minimum 3 mois. Ça peut se faire via un cabinet privé, mais l'idéal, ce serait qu'il y ait une commission publique composée de fonctionnaires avec un mandat irrévocable au moins de 3 ans pour garantir l'indépendance. Pourquoi une commission publique? Parce que les fonctionnaires connaissent mieux l'administration que quiconque. Ça, c'est la vérité. Je n'ai rien contre le privé. L'autre chose, c'est qu'il faut rectifier cette compréhension que les Sénégalais ont de ce pouvoir constitutionnel de nomination aux emplois civils et militaires qui est dans notre constitution. Depuis Wade, cette notion est galvaudée. Discrétionnaire. Oui, je vais vous expliquer. Tout le monde se souvient que lors d'une rencontre politique au CICES, Wade avait dit, suite à une envolée lyrique très politique de Awa Diop, qu'elle va la nommer ministre. Vous vous souvenez tous. Wade a eu à nommer 2 fois ministre ici des dames qui n'avaient pas du tout le profil. Une dame a eu l'honnêteté de démissionner. Non, il y a 2 d'abord. N'oubliez pas l'enseignante en 2000. Je parle justement de celle-là. Et la médecin, enfin le docteur dame de Tambacounda, ne l'oubliez pas. Donc, ça veut dire quoi? C'est une mauvaise compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires? Ça veut dire selon des critères définis par la loi, la réglementation ou le bon sens. La loi, ça veut dire que personne ne peut être préfet. Préfet, c'est une fonction dans ce pays s'il n'est pas administrateur civil. N'importe qui peut être gouverneur. Nous nous souvenons du gouverneur général Dieng de Tamba, de Ziguinchor. Oui. Donc, il y a des fonctions dédiées à des corps. Donc, la loi dit, ou la réglementation dit. L'autre, c'est le bon sens. Et ce serait malvenu à l'heure actuelle de prendre un inspecteur des impôts et d'en faire le directeur général des douanes. Ça, c'est le bon sens. Même si tu as le pouvoir de le faire, tu ne dois pas le faire. Parce que tout simplement, c'est une question de bon sens. Je veux dire que dans une entreprise privée, autant on sélectionne les gens pour les postes à pourvoir, autant dans l'administration publique, il faut le faire. Parce qu'au-delà de l'esprit partisan, dans la haute administration, à part l'irruption des inspecteurs des impôts dans la politique, il y avait peu de personnes qui faisaient la politique en dehors des administrateurs civils. Et là, ça ne faisait même pas 20%. Ça veut dire que l'essentiel des grands commis de l'État ne sont pas dans des partis politiques. À partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'ils sont, en tout cas, fidèles à l'État et ils expriment toujours leur loyauté envers la République. Donc, vouloir dire que le président a le pouvoir constitutionnel de nommer aux emplois civils et militaires et prendre quelqu'un qui a un master en gestion des entreprises, en faire le directeur des droits humains au ministère de la Justice, on l'a vu. Et l'émission Rémi Ménage, ici, j'ai eu à le décrier. Et récemment, je crois qu'il y a quelqu'un qui a une maîtrise en droit privé ou droit des affaires qui a été nommé directeur de quelque chose. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il pourra faire là où il est? Sauf s'il est assez intelligent
un bon manager pour écouter ses collaborateurs qui en savent beaucoup et leur faire confiance et travailler. Donc je dis, oui, confiance, mais avant tout compétence. Confiance, 20%, compétence, 60%. Et les 20% qui restent, on les laisse à d'autres critères. Oui, Ibrahima? Oui, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense qu'on en a parlé. En tout cas, l'administration, moi je suis fonctionnaire, hein, et il a tellement raison que c'est ce côté-là. C'est-à-dire, mais j'ai dit, pourquoi j'ai énuméré c'est-à-dire que ces articles 44-45, il a raison. Ça, on ne peut pas nommer n'importe qui aussi. Ça, tout le monde peut être d'accord avec ça. Mais j'ai dit actuellement un appel à candidature. Moi, personnellement, j'ai fait des appels à candidature. Parfois, le minimum dont il parle, c'est 3 mois. Mais en réalité, parfois, ça tire de 5 à 6 mois. Et s'il y a des urgences dans ce pays-là, pour certains postes, je ne pense pas qu'un appel à candidature serait approprié. Très sincèrement. Maintenant, il y a tellement de postes à pourvoir dans ce pays. Et je pense qu'il y a des postes aussi qui normalement, le président doit faire des appels à candidature, surtout pour certaines sociétés. En tout cas, à la RTS, ça a fait débat avec Oui. la nomination de Papa Léa. Oui, ça a fait beaucoup de débats. Sur les 17 nominations de la dernière fois, je pense que c'est la seule nomination presque que les gens ont pratiquement décriée partout. Parce qu'en réalité, cette rupture-là, c'est-à-dire au Sénégal, même si on fait la politique, même si on est partisan, ou bien on fait partie de la coalition, ou bien même du parti, ou bien on est opposant, il y a des réalités qu'on doit toujours garder. C'est-à-dire, on a toujours décrié de nommer par amitié, et de nommer juste parce que c'est le Sénégal que tu dois mettre au devant de la scène. Personnellement, je dis qu'il y a encore énormément de postes à pouvoir, mais les grandes sociétés, surtout les sociétés nationales, il est important qu'il faut des personnes techniques. Ça, je pense que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas nommer aujourd'hui à l'RTP ou bien ailleurs des gens qui ne se connaissent pas. Parce que quand ça doit amener quand même des ressources dans ce pays-là, il est évident que la personne qui manage ce secteur soit compétente à tous les niveaux. Parce que même si les avis techniques qu'on te donne, tu es incapable de les décrypter ou bien d'en tirer donc, le minimum pour prendre des décisions, tu peux prendre des décisions qui vont vraiment à l'encontre de ce que les gens voudront réellement. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire c'est de se donner les moyens que pour les grandes sociétés dans ce pays-là, qu'on fasse des appels à candidature. Ça, je suis entièrement d'accord que tous ces postes-là, on ne doit pas réellement faire des nominations à tout bout comme ça, mais au moins prendre le temps pour certaines sociétés, surtout des sociétés phares, il y en a dans ce pays, des sociétés phares et en faire des appels à candidature. Mais il est encore temps, et la commission ad hoc dont M. Diakhoumpa parle, c'est impératif. Parce qu'une commission ad hoc, ça permet d'avoir tous les profils, au moins le jury qui est là, pourra prendre la bonne décision et voir les thèmes de référence qu'il faut pour nommer quelqu'un et qu'on va donner plein pouvoir. Et en cas de problème, au moins les clauses contractuelles pourront prévoir des sanctions, pourront prévoir autre chose par rapport à la nomination d'un poste ou d'un autre. Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa à la RTS, vous avez bon espoir que la propagande cesse enfin? Pas du tout, mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour, comme l'a évoqué M. Sissoko, qui parle de rupture, mais il n'y aura pas de rupture. Pour qu'il y ait rupture, il faudrait quelque chose de neuf. Et ce qui est nouveau, c'est simplement un changement de régime. Ousmane Sonko et Diomaye se présentent comme des hommes neufs. Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est le même système qui va se perpétuer. D'ailleurs, l'amorce le prouve. Et Pape Ali, parmi ceux qui ont été nommés, je ne connais personne. Bon, j'ai eu peut-être une fois rencontré Wali Diouf Bodian à l'ENAM dans une réunion. À part ça, les restes, je ne les connais pas. Oui. Mais je dis, on met le doigt sur Pape Ali parce que Pape Ali est un journaliste et les journalistes sont célèbres. Mais prenons le cas de la Poste. Mais la Poste a deux problèmes. Mais deux problèmes. Un grand problème et un problème moyen. Le grand problème, c'est un problème de ressources humaines. Il y a les torts. Oui. Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il connaît en gestion des ressources humaines? Absolument rien. Absolument rien. Maintenant, le reste, c'est les produits que la Poste doit développer pour avoir assez de ressources pour fonctionner sans attendre les subventions de l'année, de l'État. Donc, ça veut dire que pour la Poste, il faut restructurer. Il faut se débarrasser au moins
au moins, d'après ce que nous lisons, de 70% du personnel. Ah oui. Mais ça demande un courage politique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là, qui n'est redevable de personne, qu'on nomme parce qu'il est compétent. Parce que quand il y a appel à la candidature, on vous choisit parce que vous êtes compétent. Donc, vous ne vous sentez pas aussi redevable envers l'autorité de nomination. Mais quand on vous nomme parce que vous êtes collègue, vous êtes camarade de parti, on vous nomme, mais la plupart du temps, vous êtes reconnaissant envers l'autorité de nomination. Et il y a des mesures que vous n'oserez pas prendre. Il y a le devoir d'ingratitude. Mais ça suppose une indépendance de la fonction, comme au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de certaines juridictions où il y a l'inamovibilité. Et c'est une question de mandat. Ça veut dire que tant que le mandat n'est pas épuisé, on ne peut pas vous limoger. Vous ne pouvez que démissionner ou en cas de décès. Donc, je veux dire que ce qui s'était passé sous Abdou Diouf, sous Senghor, sous Abdoulaye Wade, sous Macky Sall avec la RTS va se perpétuer. Vous pensez que ce monsieur-là va changer quoi que ce soit dans l'utilisation abusive que les pouvoirs publics ont de ces médias qui appartiennent à tout le monde? Pas du tout. Et nous allons le voir, en tout cas, laissons au moins s'écouler, et quel que soit X, nous trois, on pourra, au hasard de nos rencontres, revenir sur la question et nous allons voir que rien ne changera. Absolument. Si on voulait changer, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire un appel d'offres. On va prendre le meilleur des journalistes, en tout cas des gestionnaires des médias, en tout cas ceux qui s'y connaissent en termes de communication et de gestion des entreprises de communication et des médias. Et celui-là viendra et il aura au moins l'avantage d'avoir pas, en tout cas, une toge de politicien et surtout, ce sera quelqu'un dont la population allait crédibiliser d'une certaine neutralité. Il se présente comme un journaliste d'investigation. Quels sont ses ouvrages? Sa bibliographie dans ce domaine, c'est combien d'ouvrages? Je repose la question. Oui, à vous. Je ne sais pas, sincèrement. Oui, c'est bien beau au Sénégal de dire je suis, mais sans le prouver. Ouais. Moi, je dis je suis spécialiste des ressources humaines, du droit du travail, de la formation, mais personne au Sénégal n'ose le dire, parce que pas hier, l'autre samedi, mes anciens étudiants ont fêté mes 44 ans au service de la formation ou à l'université de Dakar, à la fac de droit. Mais ça veut dire que là, c'est quelque chose qui est reconnu par tout le monde. Mais quand je dis je suis journaliste d'investigation, il faut dire j'ai écrit tel ouvrage, j'ai écrit tel article ou j'ai réalisé quelque chose. Mais sinon, en tout cas, j'aurais aimé voir sa production. Mais même si c'était le meilleur journaliste en investigation. Mais est-ce qu'il a la capacité de gérer? Parce que la RTS, aussi la direction générale, ce n'est pas être journaliste. Il faut savoir gérer une entreprise. Est-ce qu'il est préparé à la gestion d'une entreprise? C'est ça le problème. C'est-à-dire, la plupart du temps, les gens, quand vous parlez, ils pensent que vous êtes contre quelqu'un ou un régime. Non, pas du tout. Absolument pas. Les gens les critiquent pour qu'ils se comportent mieux au profit de la population, parce que nous tous, nous souhaitons qu'ils réussissent. Parce qu'un échec, ce serait catastrophique pour la population. Et nous ne sommes pas des gens qui sont, en tout cas, qui sont plutôt contre la population. Mais vous parlez des nominations, mais il faut parler aussi des gens qui ont été démis. J'espère qu'on va les aborder dans cette émission. Ils ont nommé, mais ils ont dégommé. Oui. Ceux qui ont été dégommés, je pense qu'on va en parler. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet? Ah, mais évidemment, le général Moussa Fall, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je ne connais aucun gendarme actif à l'heure où je parle. J'espère qu'il m'écoute. Je ne connais aucun. Même le plus petit, je ne le connais pas. A fortiori, les généraux et autres qui sont en activité. Alors, ce qui s'est passé, comment les gens vont le percevoir, c'est comme une vengeance. Une vengeance. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un critère objectif pour dire est-ce que le Martin, excusez-moi, le monsieur Martin Faye, je crois qu'il s'appelle, qui a été nommé est meilleur que Moussa Fall. Est-ce que monsieur Martin Faye, placé dans les mêmes conditions que Moussa Fall, n'agirait pas comme Moussa Fall avant? Est-ce que Moussa Fall a fait autre chose que son boulot? Est-ce que s'il n'avait pas fait ce qu'il a eu à faire, est-ce qu'on aurait des élections? Mais voilà autant de questions que les gens doivent se poser avant de mettre quelqu'un et être au pouvoir moins d'un mois et penser à démettre certains
qui ont été nommés, non pas sur la base politique comme ce le serait Muntagassi au port parce qu'il faisait la politique, mais sur la base simplement de la confiance que celui qui nomme a envers cette personne, mais aussi parce que c'est un professionnel, parce que personne n'oserait dire qu'il ne sait pas gérer la gendarmerie ou bien ce n'est pas un bon gendarme. Mais ça pose un énorme problème. Et la confiance aussi. Oui, c'est là où je voudrais en venir. Mais même dans le privé, vous pouvez licencier quelqu'un pour perdre de confiance. Mais le juge exige de vous qu'il y ait des éléments objectifs qui montrent la perte de confiance. À l'heure actuelle, quel est le critère sur lequel pourrait se fonder le nouveau pouvoir pour dire qu'on n'a pas confiance au général Moussa Fall? Est-ce que Moussa Fall a fait autre chose que ce que lui recommandait Macky Sall? Je crois que si on devait sanctionner, on sanctionnerait plutôt Macky Sall. Parce que tous les troubles sont dus à son attitude envers le second mandat. 1. 2. Son attitude envers un opposant politique qui avait toutes les chances de vous remplacer et que vous ne vouliez pas qu'il vous remplace. Je veux dire que donc, le général n'a fait qu'exécuter des ordres et j'espère qu'il ne va pas en faire de même pour celui qui dirige la police mercredi prochain. Alors donc, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a communiqué sur les travaux concernant le document de référence en matière de politique publique et sociale, appelé Procher. Il a affirmé au cours du dernier Conseil des ministres qu'il portera exclusivement le sceau de l'expertise sénégalaise et sera achevé au 3e trimestre de l'année 2024. Le projet, donc, il faut attendre 2024 pour l'avoir. C'est normal, c'est pas normal. Il y en a qui pensent que on devait l'avoir à l'heure là. Oui, Mohamed, vous savez, je pense qu'ils ont parlé de projet et on a tous compris aussi que ce projet était aussi comment dirais-je, à améliorer. Je peux le dire ainsi. Et l'amélioration donc de ce projet, maintenant, eux au moins ils ont eu la sagesse de le dire, parce qu'un comité est mis sur place au niveau de la primature pour en tout cas réfléchir sur certaines questions, au moins pour finaliser, disons, donc le projet. Moi, mon niveau de compréhension aujourd'hui de tout ça, c'est-à-dire, il faut pas embrasser beaucoup de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour aider les gouvernants, faut pas... Il y a quelqu'un qui me disait que pour aider un État, il ne faut pas penser que l'État, c'est un roi et que moi, je suis vraiment un serviteur du roi. C'est-à-dire, il faut oser. C'est pourquoi j'ai dit la politique, je ne sais pas comment les gens le perçoivent, mais même si on appartient à un régime, il n'est pas interdit, quand même si vous n'êtes pas d'accord, de dire que je ne suis pas d'accord pour tel ou tel acte. C'est comme ça qu'on peut aider quelqu'un. Maintenant, le projet est là. Pour beaucoup de Sénégalais, il ne peut pas vous dire clairement. J'ai eu à lire le programme Diomaye Président. J'ai eu à le lire et à le parcourir parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que les gens se donnent les moyens de lire ce qu'on leur propose réellement? Ils votent Sénégal, on vote, c'est un vote affectif. Ouais. C'est un vote affectif. On ne vote pas programme. Non, on ne vote pas programme, ça nous le connaissons. Et au moins, j'ai dit que peut-être la première chose moi que j'ai appréciée, peut-être, c'est d'avoir le courage de dire qu'on va finaliser ce projet. Parce qu'il pouvait être là en train de parler sans rien dire, tout en sachant que ce projet aujourd'hui a des manquements ou bien n'est pas bien structuré globalement pour la gestion globale du pays. Maintenant, les Sénégalais, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on doit être là pour regarder et aider. Voilà ma philosophie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont portés au pouvoir pour 5 ans. M. Diakompa l'a dit, un échec serait une catastrophe pour ce pays. Donc, je ne pense pas qu'on va porter des gens au pouvoir et souhaiter leur échec. Mais on a le devoir aujourd'hui d'être regardant et d'aider. Aider comment? C'est-à-dire en faisant des propositions et en amenant et en donnant des solutions même parfois. Maintenant, il faut que l'État qui est là ne s'arc-boute pas quelque part pour ne pas écouter la population. Il faut écouter les gens, écouter les experts, c'est-à-dire écouter tout le monde in fine. Écouter tout le monde, ça vous permet d'avancer. Écoutez les critiques et ne pas penser que ces critiques sont juste... les critiques peuvent vous faire avancer en réalité. D'accord. Le projet tant attendu, finalement, Abdou Fouta Diakhoumpa arrive
à la fin du troisième trimestre de l'année 2024. Ouais. Oui, mais donc ils nous ont vendu un projet inachevé sur la base duquel nous les avons élus. Ça veut dire que ce que nous disons tous, c'est vrai, on n'élit pas un président au Sénégal sur la base d'un programme, mais sur la base, disons, d'un ressentiment. Les gens en avaient assez de Macky Sall, comme en 2002. En 2002, Abdou Diouf, on vote pour quelqu'un tout en sachant qu'il n'a pas le meilleur profil. Parce que nous tous, nous savions qu'en 2012, en portant au pouvoir Macky Sall, ce n'était pas le meilleur. Mais bon, comme tous les regards se tournaient vers lui, à l'époque, on l'a élu. Maintenant, le problème qui se pose à l'heure actuelle, projet, non projet, ce qu'on attend d'eux, c'est, en tout cas, au-delà de respecter les promesses, de tenir les promesses faites à la population, mais aussi c'est de s'attaquer aux choses prioritaires et ne pas gérer comme leur prédécesseur l'urgence. Il y a un problème quelque part, on se lève, sans pour autant savoir qu'il y a des choses qui sont prioritaires à leur niveau. Ils ont créé un nouveau métier, une nouvelle profession, lanceur d'alerte. Je crois qu'il faut, lors du prochain conseil ministériel de mardi ou mercredi, je ne sais plus, qu'ils créent aussi un nouveau métier, ça veut dire les conseillers bénévoles. Et qu'on ouvre les antennes de la RTS à ces conseillers bénévoles 1 heure par jour à 1 heure dédiée pour que les gens puissent appeler et dire ça et ça, ça ne va pas. C'est mieux que de créer des lanceurs d'alerte parce que tout simplement, Sonko a eu à se comporter en lanceur d'alerte, ça ne lui a pas réussi et ça lui a créé pas mal de problèmes jusqu'à sa révocation de la fonction publique. Peut-être c'est pour ça qu'ils veulent protéger les lanceurs d'alerte. Quel que soit le projet en fin décembre 2024 ou 2025, on attend de voir le contenu. Mais quel que soit, il faut aussi qu'au Sénégal, qu'on arrête de vendre quelque chose aux populations jusqu'à être élu et après dire non. Macky Sall. Après, on vient, on lui paye ça. Maintenant, ces gens vont nous dire projet après. Espérons qu'ils ne vont pas mettre des milliards comme avec le PSE. Espérons qu'ils ne vont pas mettre des milliards comme avec le PSE. L'autre problème, c'est que les gens parlent de la masse salariale à l'heure actuelle. Si ce que les gens disent est avéré, c'est une priorité. C'est une priorité. Pas une urgence, mais c'est une priorité. Et ensuite, le fardeau de la dette. Macky Sall et surtout Amadou Ba ont passé tout leur temps à endetter le Sénégal pour des projets qui, à mon sens, n'étaient pas vraiment, sont importants mais pas prioritaires. Et à l'heure actuelle, la population est sous le fardeau de la dette, ce qui explique la cherté de la vie, en quelque sorte. Mais aussi, le fait pour l'ancien président de la République de faire des augmentations irraisonnées pour les enseignants et de le faire à tous les fonctionnaires sans que ces fonctionnaires ne le lui demandent. J'ai été fonctionnaire en 1980. C'était la première fois que je vois qu'on octroie à des fonctionnaires des salaires qu'ils n'ont pas demandé. Ce qui veut dire que quelque part, c'est vrai qu'on n'a pas défini la haute trahison, mais je crois que des pratiques pareilles, il faudrait qu'on les prévoie dans notre arsenal juridique, surtout en matière pénale, pour qu'un chef d'État qui met le pays dans, en tout cas économiquement, dans le goutte, comme disent les Wolofs, puisse être poursuivi, peut-être pas pour haute trahison, mais pour trahison. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand par son incurie, un chef d'État se comporte de telle sorte que les finances publiques ne permettent plus, en tout cas, de jouer leur rôle primordial, je crois que quelque part, il faudrait que notre législation prévoie une sanction, même si ce n'est pas une sanction d'emprisonnement, que ça puisse être une sanction qui affecterait les avoirs, le patrimoine du président. Donc, à ce niveau, je crois qu'il faudrait qu'on le prévoie. 30 secondes et on boucle.
Oui, il a parlé tout à l'heure quelque chose qui est important, les lanceurs d'alerte. Il faudra d'abord expliquer aux Sénégalais c'est quoi lanceur d'alerte. Parce que ce que je vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est pas ça, lanceur d'alerte. Et malheureusement, c'est des règlements de compte. La délation. Voilà, que nous voyons. C'est quand il faut dire aux gens qu'est-ce que vous attendez d'eux réellement. Au Sénégal, il y a toujours eu des alertes. Concernant même le foncier, il y a toujours eu des alertes, mais l'État n'a jamais réagi par rapport à ça. Et la meilleure alerte, c'est les populations eux-mêmes qui se lèvent et qui lancent des alertes. Mais in fine, tant que c'est la politique qui est au-dessus, c'est-à-dire que ces alertes ne sont jamais bien perçues. Merci beaucoup à nos deux invités techniques, Hassan Diouf, Abdoulaye Diop, micro Mohamed Ali Mouba. C'est la fin de Remue Ménage. Retour de l'émission la semaine prochaine. Nous avions dans ce studio Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur